Quand on pense recherche d'emploi, l'image qui vient, c'est souvent les annonces en ligne, non? Les listes interminables. On postule, on attend. Mais bon, est-ce qu'on réalise qu'une grosse partie du jeu, elle se passe ailleurs, un peu en coulisses? Aujourd'hui, on va explorer ça, ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Et pour nous guider, on s'appuie sur des stratégies, des conseils tirés d'une formation du repère des CIP. L'objectif, c'est simple. Décortiquer comment on peut dénicher ces opportunités qu'on ne voit jamais publiées officiellement. Oui, c'est un point crucial et souvent un peu négligé, je trouve. Ce marché caché, ou parallèle, enfin appelez-le comme vous voulez, il représente une part vraiment significative des recrutements. Les chiffres, bon, ils varient, mais on entend souvent dire que ça peut être plus de la moitié des postes. Donc passer à côté, c'est potentiellement rater beaucoup d'opportunités intéressantes. L'enjeu principal, et c'est ce qui ressort bien des éléments qu'on a pu analyser, c'est d'arriver à se positionner, se rendre visible, quoi. Que les recruteurs pensent à vous avant même que le besoin devienne une offre d'emploi bien carrée. C'est être proactif, en fait. D'accord. Alors, concrètement, comment on s'y prend? La première piste que mentionnent les supports de formation, c'est la diffusion de son CV. Diffusion stratégique. Ça a l'air basique, dit comme ça, mais il y a des astuces, j'imagine. Tout à fait. La base de la base, évidemment, c'est d'être trouvable numériquement. Il faut que votre CV, on puisse tomber dessus, même via Google, par exemple. Ça veut dire être présent sur les job boards connus, type Monster, mais aussi, selon votre profil, sur des sites plus ciblés, comme l'APEC pour les cadres, c'est souvent cité. Pensez aussi aux CVT spécialisés par secteur, c'est important. Et puis évidemment, les réseaux pro. LinkedIn en tête, bien sûr. Et un point intéressant de la formation, ne pas oublier les sites web des cabinets de recrutement eux-mêmes. Ils ont leur propre base de données. Oui, mais bon, on pourrait se dire, aujourd'hui, tout le monde met son CV en ligne, non? Est-ce que ça suffit? C'est quoi le truc en plus pour que ça serve vraiment, ce marché caché? C'est une excellente remarque. La simple présence, ça ne fait pas tout. Ce que les supports du repère des CIP soulignent, c'est cette idée de visibilité stratégique. Il ne s'agit pas juste d'être là, mais d'être trouvable par les recruteurs qui font du sourcing actif, c'est-à-dire ceux qui cherchent des profils sans forcément avoir une annonce derrière. Ils passent leur temps à scanner ces bases de données. Donc la clé, c'est quoi? C'est d'optimiser son CV, son profil, utiliser les bons mots-clés, ceux que les recruteurs vont taper dans leur moteur de recherche pour trouver telle ou telle compétence, même pour des postes qui ne sont pas encore clairement définis. Et puis, bien sûr, le profil doit être complet, à jour. L'idée, c'est de mâcher le travail du recruteur qui chasse en coulisses. C'est une démarche plutôt passive pour le candidat, mais qui demande une vraie préparation active en amont. D'accord, je vois. Donc, penser son CV, pas seulement comme une réponse à une annonce, mais comme un signal, une sorte d'appât pour les recruteurs qui sont en veille. C'est intéressant comme approche. Deuxième stratégie, la candidature spontanée. Ah, celle-là. On entend souvent dire c'est une perte de temps, une bouteille à la mer. La formation, elle en dit quoi? Eh bien, justement, la formation la présente plutôt comme une voie royale vers ce marché caché. Mais attention, à condition de bien faire les choses. L'erreur classique, vous savez, c'est l'envoi massif, le mail identique à 50 boîtes. Ça, oui, effectivement, ça ne marche pas bien. La clé, c'est le ciblage et la personnalisation. D'abord, bien choisir les entreprises qui nous bottent vraiment, qui correspondent à notre projet. Et là, un conseil pertinent des supports, c'est d'oser regarder au-delà des très grands groupes, qui sont souvent saturés de demandes. Pensez aux PME dynamiques, aux ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont souvent super innovantes. Voire aux startups qui décollent. La concurrence est parfois moins rude et les besoins peuvent apparaître très vite. Cibler différemment, ok. Mais la personnalisation, concrètement, ça veut dire quoi? Jusqu'où il faut pousser le bouchon pour que ça ait un impact? Parce que ça prend du temps, ça. C'est vrai, ça demande un investissement en temps, mais c'est précisément ça qui fait la différence. La personnalisation, selon l'approche suggérée, ça va bien au-delà de juste mettre le bon nom d'entreprise en haut du mail. Il faut montrer qu'on a compris ce que fait la boîte, quels sont ses enjeux actuels. D'où le lien avec la veille, on y reviendra. Idéalement, on essaye d'identifier la bonne personne à qui s'adresser. Le chef du service qui nous intéresse, un manager opérationnel, plutôt que juste l'adresse RH générique. Et dans le message, il faut expliquer pourquoi on postule là, spécifiquement. Quelle valeur on pense pouvoir apporter compte tenu de leur projet ou de leurs défis. C'est un signal fort, ça montre une vraie initiative, un intérêt sincère. Même s'il n'y a pas de poste ouvert là tout de suite, une candidature comme ça marque. Elle est souvent gardée précieusement dans leur vivier pour plus tard. C'est un investissement, oui, mais le retour potentiel est bien plus grand qu'avec un envoi de masse.
Mhm. On passe d'une logique de quantité à une logique de qualité, vraiment ciblée. Ça change tout. Troisième axe, les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, principalement. On sait qu'il faut y être, avoir un profil, mais comment on les utilise pour viser ce marché caché? Juste lister ses expériences, ça suffit? Ah non, certainement pas. Les éléments de la formation insistent beaucoup là-dessus. Un profil, même nickel, c'est juste une vitrine statique. Pour vraiment exploiter le potentiel des réseaux dans cette optique, il faut être actif et visible. Il faut participer, quoi. Montrer son expertise. Comment? En partageant des articles intéressants, mais surtout en ajoutant son grain de sel, son analyse, en participant aux discussions dans les groupes liés à son secteur, en commentant intelligemment les posts des experts ou des entreprises qu'on vise. L'idée, c'est de montrer ce qu'on a dans le ventre, sa vision, sa passion pour son métier. D'accord. Mais être actif, ça peut faire un peu peur. Et cette idée de personal branding, de construire sa marque personnelle, on a vite l'impression qu'il faut devenir une sorte d'influenceur expert. Est-ce qu'il y a des conseils plus terre à terre dans la formation pour commencer? Oui, c'est une crainte légitime. L'objectif, c'est pas forcément de devenir une star des réseaux, non. Ce que la formation suggère, c'est une approche plus ciblée, plus progressive. On ne parle pas de publier 3 fois par jour, mais de le faire bien et régulièrement. Par exemple, se fixer d'identifier, disons, 3 à 5 groupes LinkedIn importants pour son domaine, et puis s'astreindre à y apporter une contribution utile, 1 fois par semaine par exemple, ou alors suivre les pages des boîtes qui nous intéressent et réagir intelligemment à ce qu'elle publie. Une idée intéressante aussi qui était mentionnée, c'est de créer son propre blog, même tout simple. Un espace pour développer un sujet qui nous plaît, partager une réflexion, une expérience. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Mais petit à petit, ça construit une réputation, une voix, et cette visibilité-là, elle peut attirer l'œil des recruteurs ou des managers. Eux aussi, ils sont sur ces plateformes. C'est qu'une preuve de compétence bien plus vivante qu'un simple CV. Ok, donc une activité choisie, régulière, pour montrer son expertise en action. Ça rend l'idée de personnel branding moins intimidante, plus faisable. Quatrième stratégie maintenant. On passe un peu en mode détective, la veille active. Suivre de près ce que font les entreprises qui nous plaisent. C'est quoi le but ici? Le but, c'est d'anticiper. C'est de comprendre ce qui bouge, les projets, l'écosystème des entreprises cibles. Les supports de formation sont très concrets là-dessus. Mettre en place des alertes Google sur les noms des boîtes, sur des mots-clés de son secteur. Les suivre de près sur tous leurs canaux. Communiqués de presse, blog et bien sûr leurs pages LinkedIn, Twitter, Facebook. L'idée, c'est d'être dans les premiers au courant des infos clés. Un gros contrat remporté, une levée de fonds, le lancement d'un nouveau produit, une acquisition, une expansion à l'étranger, le développement d'une nouvelle activité. Et cette info, comment elle se transforme dans une opportunité d'emploi cachée? Savoir qu'une boîte a gagné un contrat, c'est une chose, mais après, on est vite noyé sous l'info. Comment on repère le signal utile? C'est là qu'intervient l'analyse, la stratégie. L'info brute, ça suffit pas. La formation insiste sur cette capacité à lire entre les lignes, à anticiper les conséquences en termes de besoins personnels. Une grosse levée de fonds? Rade, il y a de fortes chances qu'il y ait des recrutements pour accompagner la croissance. Un nouveau projet d'envergure annoncé? Ils vont avoir besoin de chefs de projet, d'experts techniques. Une expansion internationale? Sûrement des postes qui demandent des compétences linguistiques ou interculturelles. En étant informé très tôt, on a une petite fenêtre d'action. On peut alors adapter sa démarche. Réactiver son réseau avec une info précise. Tiens, j'ai vu que vous lanciez ce projet, ça m'intéresse beaucoup parce que. Ou préparer une candidature spontanée hyper pertinente qui rebondit sur cette actualité toute fraîche. Ou juste être prêt si une occasion se présente de manière informelle. Il faut transformer l'info en intelligence pour sa recherche. Pour filtrer le bruit, il faut se concentrer sur les signaux de changement et de croissance. Compris. Anticiper les besoins grâce à une veille bien ciblée et interprétée. Et logiquement, ça nous amène à la cinquième et dernière grande stratégie, bien utiliser son réseau. Le fameux réseau. On y revient toujours. Comment la formation suggère de s'en servir spécifiquement pour ce marché caché? Le réseau est vu comme un levier absolument central, oui. Il ne s'agit pas juste d'avoir une liste de contacts, mais de les activer et de les entretenir. Et ça, bien avant d'être en recherche active d'ailleurs. Les conseils sont assez variés. Garder le lien avec ses anciens collègues, ses camarades de promo, les gens rencontrés en conférence. Une suggestion concrète, inviter une personne clé de son réseau à déjeuner ou juste prendre un café pour échanger, prendre des nouvelles, parler de ce qu'on fait. Ces discussions informelles, c'est
souvent là qu'on apprend des choses, des bruits de couloir sur des projets, des besoins qui émergent. Participer à des salons pro aussi, c'est encouragé. Mais pas pour y laisser une pile de CV, plutôt pour rencontrer des gens, discuter, élargir son cercle. Et puis, les associations d'anciens élèves, les associations professionnelles de son secteur, c'est souvent des mines d'or. Et dans ce chapitre réseau, il y a un truc qui revient souvent, la cooptation. Se faire recommander par quelqu'un de l'intérieur. La formation confirme que c'est important. Ah oui, absolument. La cooptation est présentée comme un des moyens les plus directs, les plus efficaces pour accéder au marché caché. Pourquoi? Parce que ça marche à la confiance. Quand un salarié recommande quelqu'un de son réseau, il engage un peu sa propre réputation. Du coup, pour le recruteur ou le manager, c'est déjà un filtre de qualité et de pertinence. Le candidat coopté, il arrive avec un a priori positif. Souvent, les processus sont plus rapides, parfois même on saute des étapes. Mais bon, pour être coopté, il faut d'abord que votre réseau sache que vous êtes potentiellement disponible ou intéressé et qu'il connaisse bien vos compétences. D'où l'importance d'entretenir ces liens de manière authentique sur la durée et d'être aussi prêt à aider les autres. Le réseau, tel que c'est décrit dans les supports, ça marche dans les deux sens. Faut pas juste prendre, il faut aussi donner. C'est très clair. On a donc un bon tour d'horizon. Diffusion optimisée du CV, candidature spontanée bien ciblée, activité stratégique sur les réseaux pro, veille active pour anticiper, et puis mobilisation de son réseau, avec ce point clé de la cooptation. Si on devait résumer l'état d'esprit, la philosophie pour réussir à pénétrer ce marché caché, ce serait quoi? Je crois que le message principal, c'est qu'il n'y a pas une seule solution miracle. C'est plutôt une approche globale, une combinaison d'actions qui se renforcent. Il faut jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Sa visibilité passive et active, le CV, les profils, les contributions. Sa proactivité, oser contacter, proposer sa candidature intelligemment, chercher l'info. Et la qualité de ses relations, construire, entretenir son réseau. C'est vraiment un changement de posture. On passe de l'attente, parfois un peu passive, de l'offre parfaite, à la création active de ses propres opportunités. C'est un vrai travail de fond en fait. Ça demande de l'investissement, de la méthode et j'imagine pas mal de persévérance. On sort de la simple logique de réponse à annonce pour devenir acteur de sa recherche. Exactement. Ces stratégies, telles qu'on les a vues à travers les supports du repère des CIP, elles demandent du temps, de la réflexion, parfois oui, de sortir un peu de sa zone de confort, mais l'avantage potentiel, c'est d'accéder à des postes peut-être plus intéressants, moins exposés à la concurrence massive et peut-être plus alignés avec ce qu'on cherche vraiment, parce qu'ils ne sont pas passés par le formatage d'une annonce grand public. C'est une approche qui vise à se connecter plus directement aux besoins réels des entreprises, même ceux qui ne sont pas encore formalisés. Et juste pour finir, pour aller un peu plus loin, cette exploration, elle amène une réflexion, je trouve. Toutes ces pratiques, la veille continue, le réseautage ciblé, la communication sur son expertise, si on l'arrêtait de les voir juste comme des outils pour trouver un job maintenant, mais plutôt comme des habitudes intégrées à notre gestion de carrière sur le long terme, comment ça pourrait transformer notre façon de naviguer dans le monde pro, d'anticiper les virages de notre métier, de construire notre parcours activement au fil de l'eau. C'est peut-être là le vrai potentiel de cette démarche proactive.